Okay, good afternoon, ladies and gentlemen. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Je crois que nous pouvons commencer maintenant notre séance qui est sur les actions et les initiatives des gouvernements africains d'épanouir la protection sociale pendant le COVID-19. Alors, je voudrais commencer d'abord par la présentation personnelle. Je me présente, je suis Simon Diongo, je suis président de la plateforme zimbabwéenne de la protection sociale, aussi travaillant en Afrique australe. Donc, dans la plateforme, je travaille donc à Nairobi, je suis basé à Nairobi et mon emploi à temps complet, j'étais coordinateur basé à Namibie depuis 10 ans. Alors, la structure de cette série, pour ceux qui participent pour la première fois, c'est qu'il y a 3 composantes. Le premier, c'est les voix des Africains affectés par le COVID-19. Cela a été donc débattu la semaine passée, le 1er juin. La deuxième composante, ce sont les actions ou les initiatives des gouvernements africains pour épanouir la protection sociale pendant le COVID-19. Donc, c'est la réunion que nous tenons aujourd'hui. Alors, troisièmement, il y a la vision africaine pour épanouir la protection sociale et construire un bon environnement pour COVID-19. Permettez-moi de commencer par le résumé de la dernière séance avant que nous puissions aller dans le vif du sujet. Nous avons eu une présentation du collègue de l'UA qui a déclenché les discussions comme il faut. Et puis nous avons entendu les voix des enfants, les travailleurs informels et toutes les personnes du Malawi, les personnes âgées du Malawi. Puis nous avons partagé des expériences ainsi que les structures, les stratégies plutôt à adopter pour faire face au problème du COVID-19. Les mécanismes donc de gestion comprennent donc gérer le problème du manque de revenus d'une façon ou d'une autre pour améliorer les revenus des familles. Et les enfants sont souvent impliqués dans le travail infantile. Malheureusement, il y a eu des cas d'abus et de violence contre les enfants à cause du COVID-19 comme crise. Les travailleurs informels donc, se sont arrangés pour se débrouiller parce qu'il y a eu manque de capacité de générer les revenus. Les plus âgés aussi ont expérimenté tous ces problèmes semblables, puisque donc ils ont trouvé les moyens de se débrouiller. Les enfants devaient donc manger une fois par jour parce qu'il n'y avait pas assez de revenus pour qu'ils mangent 3 fois par jour. C'est la même chose pour les travailleurs informels. Les plus âgés étaient demandés de l'assistance pour augmenter leurs revenus, pour qu'ils puissent commencer les projets générateurs de revenus. À la fin de la séance, nous avons eu un résumé et des réflexions de Frederick Friends Foundation et aussi les questions. Nous avons eu une séance de questions et réponses animée par Save the Children.
Alors, je voudrais commencer à présenter l'invité d'honneur et les orateurs que nous allons avoir aujourd'hui. Le premier orateur va être Dramani Bachabi de l'OIT, pour l'équipe des 100 pour l'Afrique occidentale. Puis nous aurons John Gachigi, directeur du département de la protection sociale, ministère du Travail et de la protection sociale au Kenya. Puis nous aurons Apera Yora, coordonnateur national dans la coordination de protection sociale au Nigeria. Nous aurons aussi Dr Gift Taflea, qui est membre important de la protection du réseau des experts de la protection sociale de l'Afrique australe, qui est basé à Pretoria. Nous avons aussi Carole Agueño, représentante de l'Afrique orientale de Old Age International. Je voudrais aussi remercier nos facilitateurs, nos animateurs, tout le monde donc, qui a aidé à la réalisation de ce processus. Alors, après la présentation de l'invité d'honneur, c'est mon honneur de demander les orateurs, l'orateur donc de la part du collègue de l'OIT, M. Dramani. M. Bachabi, vous avez la parole. Merci. Thank you very much, Director. Merci beaucoup pour la présentation. Bon après-midi, bonjour à tous. Je voudrais partager mon écran. Okay. Is it okay? Can you see my presentation? Ça marche? Vous pouvez voir ma présentation, s'il vous plaît? Oui, nous pouvons vous entendre bien et nous pouvons voir l'écran. Merci beaucoup. J'ai un plaisir de faire cette présentation au nom de l'UIT. Présentation qui sera sur trois points. La situation de la protection sociale pendant le COVID-19, la protection sociale et la pandémie du COVID-19, ainsi que le problème de comment nous pouvons renforcer la protection sociale. Avant la pandémie du COVID-19, la protection sociale était vraiment limitée partout dans le monde, spécialement en Afrique, là où moins de 18 personnes de la population tiraient profit de la protection sociale, 18%. Donc, il y a eu cette disparité. Le nord, le sud de l'Afrique ont une couverture plus élevée, mais dans les autres sous-régions, la protection sociale, donc la couverture était très limitée avant le COVID-19. Et dans les avantages de la protection sociale, cela signifie qu'il y a quelques lacunes en matière des avantages pour les enfants et les familles, aussi les avantages pour l'emploi. Alors, voilà les avantages majeurs là où l'Afrique doit améliorer pour protéger la population donc, contre les situations urgentes. Alors, les principales causes de cette couverture est limitée en Afrique. Cela inclut le besoin pour une approche donc basée sur les droits, parce que ça, c'est une réalité en Afrique. Dans beaucoup de pays, la protection sociale, les programmes donc, ne sont pas dans la législation. Ça, donc, c'est l'une des causes principales. Deuxièmement, il y a le problème de financement. Il y a le sous-financement du système de protection sociale. Suivant les estimations de l'OIP, il y a les lacunes en matière de fournir la protection sociale en Afrique qui remonte à 8,5% du
PIB. Donc, on doit faire beaucoup pour donc combler ces lacunes en matière de protection sociale en Afrique. Une autre chose, notre cause, c'est surtout dans le secteur informel et rural. Donc, il s'agit de l'inclusion des groupes marginalisés. Alors, en Afrique, le système de protection sociale n'est pas adapté aux travailleurs informels. Alors, nous devons développer certains mécanismes et aussi les outils pour que les travailleurs informels du milieu rural puissent jouir de l'assistance de la protection sociale. Dans beaucoup de pays aussi, il y a aussi la pauvre gouvernance et l'administration vraiment faible. Il y a l'absence aussi des politiques et de la coordination institutionnelle. Comme vous pouvez voir alors, dans cette introduction, la protection sociale en Afrique reste limitée. Et dans ce contexte de la couverture limitée de la protection sociale, les pays ont été forcés de mettre en place les mesures donc urgentes pour faire face à la pandémie. Et comme vous pouvez voir, donc beaucoup de programmes ont été mis en place pour atténuer donc la crise, l'impact du Covid-19. Donc, parce qu'il y a les mécanismes qui n'aidaient pas avant. Alors, on voit que 64% de nouveaux programmes donc contribuent. Alors, les pays alors étaient obligés de mettre en place un système fiscal donc pour aider les gens qui étaient affectés par la pandémie. En Afrique, à peu près tous les pays étaient capables de mettre en œuvre des mesures de protection sociale donc contre la crise du Covid-19. Dans la plupart des mesures de protection sociale en Afrique, nous avons les mécanismes qui ne contribuent pas. Alors, certaines mesures donc n'étaient pas vraiment efficaces. Alors, à peu près 60% des programmes étaient nouveaux. Alors, ça, c'est une preuve qu'en Afrique, nous n'avons pas in place. So government were obliged to design ad hoc social protection mechanisms to mitigate the socio-economic impact of the COVID-19 pandemic. What are the lessons that we can learn from this COVID-19 pandemic? The first one is about people in informal economy. Most of them were not covered by existing social protection program. So, country tried. Alors, les pays ont essayé de mettre en œuvre les nouveaux mécanismes, les nouvelles approches pour que ces gens puissent être atteints par les mécanismes de protection sociale existantes, donc en mettant en place les critères d'éligibilité en utilisant la technologie nouvelle, etc. Alors, le défi majeur dans la couverture de protection sociale en Afrique est de savoir comment nous pouvons mettre en œuvre certains mécanismes adaptateurs pour les gens dans les économies informelles et rurales. Alors, je parlais des leçons apprises. Et pour moi, il s'agit du fait que les pays donc, qui ont le système fort de protection sociale donc, réagissent rapidement. Ils s'adaptent donc à l'atténuation donc, de l'effet négatif du Covid-19. Alors, nous devons alors conjuguer nos forces pour que les pays africains puissent concevoir et renforcer les systèmes existants de protection sociale pour que nous puissions être capables de réagir rapidement en cas de la crise telle que la pandémie du Covid-19. Il y a alors beaucoup de leçons qui peuvent être apprises de cette pandémie, mais la principale, c'est que nous devons travailler pour renforcer le système de protection sociale dans nos pays. À cet effet, nous pensons que OIT
a une stratégie pour épanouir la couverture de la protection sociale qui peut être utilisée comme un cadre global pour améliorer. Alors, ces deux dimensions sont importantes et sont recommandées aux pays qui voudraient donc amplifier cette couverture. Parce que la plupart des programmes d'assistance sociale, les programmes de sécurité ont une couverture très limitée actuellement. Alors, la première chose à faire est d'amplifier le mécanisme donc, de protection sociale. Deuxièmement, il faut amplifier le système de sécurité en adaptant l'expérience sociale donc, au travail informel et rural, parce qu'il y a beaucoup de défis. Alors, les institutions de protection sociale doivent s'adapter aux mécanismes pour qu'ils peuvent donc couvrir les travailleurs dans les économies rurales informelles. Alors, je pense que en fonction de ce cadre mondial, les pays africains peuvent commencer à discuter et à mettre en œuvre les mécanismes pour que nous puissions renforcer leur système. Alors, il y a certains éléments développer les politiques complètes pour le dialogue national, pour avoir donc les systèmes donc, comme important en Afrique, augmenter aussi l'efficacité et la réallocation des dépenses du gouvernement en créant de nouveaux mécanismes de fiscalité parce que c'est important pour la protection sociale. Alors, là, il faut aussi mettre en place le système sécuritaire donc, qui est efficace dans le secteur informel et rural. Alors, je pense qu'en Afrique, nous avons de bonnes pratiques sur comment la sécurité sociale peut être améliorée pour le travail informel. Il y a des bonnes pratiques du Kenya, du Rwanda et dans d'autres pays là où la sécurité sociale et les institutions sont en train d'améliorer la couverture donc pour aussi le secteur informel, pour améliorer la couverture et aussi en éliminant les obstacles, aussi en renforçant donc la formalisation. Alors, dans le continent, nous avons de bonnes pratiques sur comment nous pouvons donc améliorer la couverture en faveur des travailleurs informels. Il faut aussi concevoir le programme d'assistance sociale avec la coordination avec les politiques en matière de marché. Ça, c'est très important. Et finalement, il faut améliorer la protection sociale pour les travailleurs miniers. Alors, voilà, chers amis, quelques éléments que je voudrais partager avec vous au nom de l'OIT et pour que nous puissions voir que les pays africains sont capables de réagir rapidement et d'exécuter certains mécanismes d'adaptation pour atténuer l'impact socio-économique du COVID-19. Alors, la question de savoir comment nous pouvons nous baser sur ces mécanismes existants et renforcer notre système de protection sociale pour qu'au cas des crises futures, nous puissions être capables de riposter rapidement et protéger les gens. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. À vous la parole. Thank you very much, Mr. Bachabi, for that very comprehensive and clear presentation. I'm sure many of us are going to be able Je suis sûr que beaucoup d'entre nous draw from your insights. vont donc retenir vos idées vraiment très profondes que vous venez de présenter. I'm also sure we're going to get Je suis aussi sûr summary of some que nous aurons le résumé de ces stratégies, ces politiques stratégiques vers la fin, quand nous aurons un autre collègue qui va faire le résumé. Maintenant, j'ai un plaisir de demander un collègue du Kenya, M. John Gachigi, directeur du département gouvernemental pour la protection sociale au Kenya. Monsieur Gachigi, vous avez la parole. Merci.
Merci Simon. Bonjour, bon après-midi à tous. Merci pour votre invitation à cet événement. From what the previous speaker, Mr. Bachabi, have finished, and I would like to share the experiences and good practices in the provision and expansion of the social protection in Kenya, and more specifically during this period of the au Kenya, surtout dans cette période du COVID-19. Je n'ai pas de présentation PowerPoint, mais je vais partager avec vous certains points. Premièrement, je vous ai dit qu'au Kenya, nous avons un système bien développé pour la protection sociale, donc pour renforcer donc la protection sociale pour nos bénéficiaires. Alors nous sommes guidés par les politiques. La première politique est guidée par les preuves. En 2019, nous avons révisé cette politique en fonction des questions urgentes. Alors, pour que nous puissions fournir ce système de protection sociale, nous travaillons sous 4 piliers. D'abord, la sécurité de revenus. Nous avons là le programme de protection sociale contributifs et les programmes non contributifs. Nous avons des programmes de transfert de fonds. Au Kenya, nous avons 4 programmes de transfert de fonds qui sont donnés aux plus vulnérables. Là où nous avons 4,3 millions bénéficiaires. Deuxièmement, nous avons l'assurance maladie. Actuellement, nous avons pu atteindre 4 comtés. Maintenant, nous sommes en train de faire ça dans tout le pays. Nous voudrions aussi fournir cette couverture pour tous les Kenyans. Alors, pour les bénéficiaires de la protection sociale, nous travaillons avec, nous lions nos bénéficiaires donc aux avantages existants. Alors, nous avons aussi le programme de riposte pour répondre aux crises. Nous avons actuellement nos communautés qui sont dans les régions arides et semi-arides. Nous fournissons aussi le transfert d'argent dans les cas d'urgence. Au lieu de leur donner de la nourriture, nous leur donnons aussi l'argent pour qu'ils puissent donc décider sur l'utilisation de l'argent. Finalement, pour compléter nos programmes de protection sociale, nous avons constaté que le transfert, l'argent seulement ne peut pas éradiquer la pauvreté. Alors, nous avons aussi l'agenda de Cash Plus. Nous avons produit le programme complémentaire qui complète ce que nous donnons comme argent. Nous voudrions donc promouvoir les moyens de subsistance pour nos bénéficiaires à travers un programme d'inclusion sociale et économique. Nous avons aussi un programme de nutrition pour donc les enfants de 0 à 2 ans. Nous avons aussi le programme d'inclusion pour les agricultures. Nous voudrions aussi autonomiser les bénéficiaires pour qu'ils puissent donc développer les activités génératrices de revenus. Nous les formons, leur donnons un peu d'argent, alors ils ont comme ça le capital pour commencer, pour qu'ils soient vraiment autosuffisants. Autre chose, c'est la façon de répondre au Covid. Quand le Covid est venu, le gouvernement a mis en place beaucoup de mesures pour donc aider les plus vulnérables. La première mesure, c'est que pour les existants bénéficiaires, donc on leur donne de l'argent donc mensuellement. Depuis la venue du Covid jusqu'à maintenant, nous leur avons donné l'argent. Nous avons aussi un budget d'à peu près 296 millions de dollars américains. Millions donc dollars que nous donnons à nos bénéficiaires. Parmi ces bénéficiaires, nous avons à peu près 833 000 qui sont plus âgés, citoyens plus âgés qui ont 70 ans et plus. À notre programme pour ces gens, donc nous avons un programme là où nous enregistrons les gens qui ont 70 ans et plus. Deuxièmement, nous
nous avons répondu à travers le programme d'urgence pour le nouveau vulnérable. Quand le COVID est venu, il y a certains vulnérables qui n'ont pas été couverts. Pour ces vulnérables, le gouvernement a alloué 200 millions de dollars pour aider ces nouveaux vulnérables qui ont perdu leurs emplois. Nous avons couvert 326 donc, ménages qui reçoivent de l'argent mensuellement. Donc, nous avons donc donné l'argent pendant 10 ans hebdomadairement. Et puis, pour nos bénéficiaires qui sont handicapés, le gouvernement aussi a un programme pour eux. Nous avons fourni à peu près 2 millions de dollars américains pour 33 300 personnes handicapées. Et nous avons aussi le soutien des partenaires de développement et d'autres agences comme PAM, l'UNICEF, l'Union européenne, le consortium des ONG dirigé par Kenya, Croix-Rouge. Nous avons pu alors concevoir d'autres interventions qui sont donc horizontales et verticales. Pour le vertical, nous avons ciblé les bénéficiaires réguliers en leur donnant donc les allocations horizontalement. Nous avons visé les nouveaux vulnérables qui ne sont pas couverts par les transferts réguliers d'argent pendant la période du COVID. Qu'est-ce que nous avons fait comme innovation qui nous a permis de riposter rapidement sans avoir nos bénéficiaires donc touchés grandement? D'abord, parce que nous n'avions pas la base de données de nos bénéficiaires. Nous avons utilisé une approche multi-agence pour enregistrer et cibler nos bénéficiaires. En utilisant cette approche, nous avons donc travaillé avec beaucoup de départements du ministère et du gouvernement. Nous avons utilisé les structures au niveau des villages, là où les anciens du village donc, nous aidaient à identifier donc, le plus âgé de ce village-là. Nous avons alors riposté à la crise. Deuxièmement, nous avons donné l'argent à tous ceux qui étaient vulnérables, même ceux qui n'étaient pas dans le système avant. Nous avons donc trouvé que donner l'argent était plus efficace parce que l'argent qu'on leur donne hebdomadairement leur a permis d'acheter de la nourriture et d'autres besoins. Autre chose que nous avons pu aussi modifier, c'est le système de paiement. Le système donc de paiement à travers les banques, là où nos bénéficiaires ont été payés à travers leur compte bancaire. Alors, nous avons aussi utilisé les transferts par téléphone mobile. Donc pour nos bénéficiaires, nous avons au Kenya le système M-Pesa qui a été vraiment très efficace parce que dans quelques minutes, donc, le bénéficiaire reçoit de l'argent. Donc, et après, on fait la réconciliation pour ceux qui ont reçu de l'argent et pour ceux qui n'ont pas reçu. Nous avons aussi développé le programme de stimulus économique, là où les bénéficiaires reçoivent les vouchers ou bien donc les tokens. Les jetons donc pour les encourager. Alors, au Kenya, dans notre système de protection sociale, d'abord, nous avons développé le système de ciblage important et aussi la méthodologie donc, de ciblage. Et cet outil que nous utilisons est très efficace. Donc, même le ministère donc l'utilise donc, quand il cible les bénéficiaires. Même le ministère de l'Agriculture utilise cet outil. Nous l'utilisons de façon numérique aussi. Alors, nous sommes en train de penser en avant pour donc prévenir la façon de riposter aux autres cas donc éventuels. Alors, nous avons aussi amélioré le système d'enregistrement. Maintenant, pour les bénéficiaires, nous avons donc un registre donc, social ciblant
toutes les personnes vulnérables au Kenya pour avoir cette base de données. Régulièrement, après 2 ou 3 ans, on peut actualiser donc ces données pour que dans le futur, si un partenaire veut concevoir un programme, puisse donc se baser sur cette base de données. Voilà ce que nous avons fait. En même temps, nous avons amélioré le système d'information et de dénonciation des plaintes dans notre système. Et cela vraiment nous a aidés. Finalement, nous avons pu aussi faire redéfinir notre système donc nous avons un système numérique que nous utilisons à travers les banques. Nous avons aussi il y a beaucoup de défis. Au Kenya, par exemple, la protection sociale est très importante. Nous avons amélioré, bien sûr, l'investissement dans la protection sociale. Nous devons investir dans nos plus vulnérables. C'est important que les gens sachent que quand vous utilisez l'argent pour aider les vulnérables, ce n'est pas un coût, ce n'est pas une dépense, mais c'est un investissement là où vous investissez dans les plus vulnérables. En même temps, dans nos nouvelles politiques que nous avons développées, nous ciblons une approche d'impliquer tout le monde. Nous avons commencé avec le programme universel pour 7+, pour 70 ans et plus, et aussi améliorant les avantages au niveau universel. Alors, pour avoir les avantages de couverture universelle pour les enfants aussi de 0 à 2 ans. Et finalement, nous voudrions aussi développer et introduire la science dans le programme de transfert de fonds, là où en donnant ce transfert, cet argent, on puisse changer la mentalité des bénéficiaires, même si c'est vrai qu'ils se reçoivent de l'argent. Donc, cela doit être aussi accompagné par la responsabilité. Ils doivent utiliser cet argent de façon responsable. Donc, utiliser cet argent pour peut-être commencer les épargnes ou commencer des activités génératrices de revenus. Finalement, nous avons travaillé avec beaucoup de partenaires dans les programmes de couverture pour améliorer les interventions, aider les pauvres et les plus vulnérables affectés par la pandémie du COVID-19. Merci. Merci. Merci beaucoup, John. Et ça, c'était vraiment, comme la première. Hein? Donc, cette présentation aussi était pleine de beaucoup d'innovations qui ont été adaptées au Kenya, y compris l'agenda du Cash Plus et l'amélioration des systèmes de transfert, y compris l'utilisation des modalités de l'M-Pesa pour s'assurer que les paiements soient vraiment ponctuels. Parce que, comme dans la distribution des revenus, le système de paiement des revenus, si le bénéficiaire rate ça pendant 1 mois, il est vraiment très perturbé dans le système. Alors, il y aura beaucoup de contributions que nous allons apporter à partir de ces 2 présentations. Merci beaucoup, Monsieur Gashigi. Nous apprécions beaucoup votre présentation. C'est mon plaisir maintenant de demander notre présentateur du Nigeria, Monsieur Apera Yorwa, qui va faire sa présentation. Je ne suis pas sûr s'il y a un 3e présentateur. Alors, il faut que l'autre se présente. Alors, je voudrais demander M. Apera Yorwa, coordinateur national
pour le SafetyNet au bureau du Nigeria. Merci beaucoup, Simon. Le reste de mes collègues, merci beaucoup. Je vais essayer de partager mon écran rapidement. Bonjour à tous, merci beaucoup pour m'avoir invité. Et je suis Wa Apera, je suis coordinateur national de SafetyNet dans le bureau national. Donc, je travaille dans le ministère des Affaires sociales et de gestion des catastrophes au Nigeria. Alors, je suis content d'être ici de parler de l'expérience du Nigeria sur le COVID-19. D'abord, je voudrais parler du contexte de la situation du Nigeria. D'abord, le Nigeria est un pays qui a 200 millions de personnes. Alors, beaucoup de personnes sont donc sous le seuil de la pauvreté. Alors, le Nigeria aura 2 milliards de personnes donc bientôt. Alors, il y a beaucoup de problèmes de pauvreté. Alors, cette situation causée par la pandémie du COVID-19 donc, nous a donc inspiré à améliorer le système de protection sociale en mettant en place les programmes pour que le pays puisse mettre en place des systèmes forts pour la protection sociale, mais aussi pour donc améliorer l'enregistrement à travers le plan de durabilité socio-économique développé sous la direction du président. Donc, cela a aidé à la mise en place de programmes. Mais le Nigeria a un seul système d'enregistrement. Nous avons 8,3 millions de personnes vulnérables donc, dans le pays. Nous croyons que les estimations nous avons 41 personnes, donc 41% donc des personnes pauvres. Dans les milieux ruraux, pendant la pandémie, nous avons enregistré plus les gens des communautés rurales. Alors nous devons aussi voir les gens qui sont plus impactés par le Covid. Nous fournissons donc les efforts pour cibler les plus vulnérables. Hello? 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 Yeah, hello, can you hear me? Vous m'entendez maintenant? Hello? I can hear you. Oui, je peux vous entendre. I can hear you. Je peux vous entendre, mais j'avais perdu le contact pendant quelques secondes seulement, mais maintenant, je vous entends. C'est un problème technologique. Continuez, s'il vous plaît. Très bien. Alors, le directeur, monsieur le président, a commencé donc ce registre national donc, pour inclure les bénéficiaires de la protection sociale. Alors, donc, l'objectif était donc d'éradiquer la pauvreté. Alors, donc, on regarde la pandémie donc, comme une opportunité pour que le Nigeria donc, puisse riposter aux
catastrophes et aussi s'attaquer aux défis pour être aussi capable de réagir à d'autres problèmes socio-économiques dans le futur. Alors, ce que nous avons fait d'abord, c'était de concevoir un registre donc des réponses rapides. Ce programme donc de réponse rapide a été visé à renforcer le système, d'appuyer les vulnérables et atteindre les gens qui ont perdu leurs moyens de subsistance à cause du Covid-19. Ce que nous avons fait alors, c'est de penser sur ce qui suit. Donc, avoir une liste vérifiée des communautés urbaines, des États donc différents, en utilisant un système numérique. Alors, nous avons donc mis en place un système fort pour enregistrer les vulnérables. Alors, pour identifier les vulnérables partout dans le pays. Donc, il y a les localités qui sont plus peuplées au Nigeria. Il y a les populations du milieu rural et l'autre population du milieu urbain. Nous avons pu alors identifier. Nous avons fait beaucoup de progrès en matière d'enregistrer. On a enregistré à peu près plus de 20 millions de personnes. Alors nous avons donc amélioré notre système de saisie des données donc pour identifier les personnes les plus vulnérables en utilisant 43 variables importantes pour la réponse, pour donc la réponse rapide. Nous avons utilisé beaucoup d'indicateurs. Alors, comme vous voyez, il y a la technologie de satellite qui nous a aidé donc à collecter de grandes données. Donc, pour améliorer le travail, nous avons catégorisé les vulnérables. D'abord, donc en se basant sur donc, les données que nous avions, nous avons essayé de cibler beaucoup de localités ou de circonscriptions électorales, donc pour identifier les gens les plus vulnérables là-bas. Alors, notre mesure que nous avons mise en place est utiliser donc les messages de satellite en ciblant les milieux ruraux et aussi en visant les lieux les plus peuplés. Comme indiqué sur l'écran. Avec cette catégorisation des zones, nous avons pu donc catégoriser les gens des pauvres aux plus pauvres. Comme vous voyez, les localités politiques sont donc vraiment très peuplées, comme vous voyez sur la carte. Donc nous avons qu'il y a beaucoup de dynamique politique au niveau du pays. C'est ça la réalité de notre pays. Alors, le processus d'enregistrement pour apporter des réponses rapides.
On voit donc beaucoup le système, ce schéma là-bas qui est là-bas. On visait les individus, les communautés, pour leur donner les messages importants. Donc, nous avons synthétisé les données et puis nous les avons comparées avec les données qui étaient dans le registre déjà. Alors, nous avons donc utilisé le registre social par rapport donc aux données que nous avons trouvées plus tard, pour que chaque répondant, donc nous avons utilisé le système de la messagerie en utilisant beaucoup d'indicateurs pour ce registre donc de riposte rapide. Ayant fait ceci, nous avons garanti donc l'assurance qualité, de qualité. Et aussi, nous avons aussi mis en place donc le calendrier de paiement que nous avons fait alors, parce que c'était la première fois donc que nous avions utilisé cette technologie dans le pays. Quand nous avons commencé ceci, donc dans la capitale fédérale, donc nous voyons donc le chiffre de ce qui était enregistré dans un État plus peuplé au Nigeria. Nous avons eu à peu près 10 000. Parce que notre vision était d'avoir une couverture plus grande. Il y a deux États donc, qui ont été ciblés. Certaines des leçons que nous avons apprises, je vais les discuter plus tard. Mais alors, ici, on voit que nous avons pu faire le suivi en utilisant la technologie. Donc, à base journalière, pour avoir les réponses différentes et pour aussi pouvoir réagir, riposter dans d'autres régions plus tard. Avant, les données que nous avons reçues étaient à peu près 1000. Après, nous avons eu à peu près 10 000. Mais avant, il y avait la perception des bénéficiaires. Donc, pour cet exercice que nous avons fait, donc sur l'efficacité de cette technologie, pour savoir si ce système était vraiment en faveur de nos bénéficiaires. 21% disaient que donc il y avait beaucoup de fraude et 78% étaient contents et aussi 15% et 12% donc ne croyaient pas que ça allait vraiment réussir. Comme vous voyez alors sur l'écran devant vous, il y a beaucoup de bénéficiaires qui sont contents, alors qui se lèvent à 78%. Alors, essentiellement, ce qui s'est passé en janvier 2021, le vice-président du Nigeria a lancé le registre de réponse rapide pour le Nigeria dans le pays. Alors, il y a eu beaucoup de bénéficiaires qui ont été ciblés et qui ont reçu de l'argent à travers les comptes bancaires, ce qui montre l'efficacité de la technologie donc dans le processus de ciblage et dans le système de paiement. La première leçon alors retenue de ceci, c'est que c'est important donc d'améliorer la communication parce que sans cela, nous ne pouvons pas donner le message aux communautés spécifiques. Donc, il y a à peu près 3000 messages
donc, qui ont été envoyés donc, dans les zones ciblées. Alors, donc, parce qu'on visait chaque communauté en s'assurant que le texte soit reçu à travers le téléphone. Alors, la réponse qui venait de membres de la communauté était enregistrée. Mais il y a des endroits qui n'étaient pas ciblés. Mais cela ne signifiait pas que on allait ignorer d'autres zones qui n'étaient pas atteintes. Mais on va améliorer donc le système pour atteindre ceux qui n'ont pas encore atteint. L'une des leçons qu'ils ont apprises est que nous avons eu à peu près 6 000 plaintes dans ces mois seulement. Alors, nous devions alors ajuster nos mécanismes de dénonciation des plaintes. Donc, en créant les centres de plaintes où tous les appels, les messages donc, viennent ou arrivent à ce centre d'appel pour qu'on puisse écouter les questions. Au niveau national, donc, comme ça, on peut discuter ces questions pour y apporter des réponses pendant les conférences, pendant les réunions. Cependant, nous avons mis en place dans chaque communauté différentes personnes focales pour recueillir donc ces informations téléphoniques. Alors, nous avons donc commencé le programme depuis la semaine passée, Nation One, là où nous collectons différents messages de texte par téléphone. En trois catégories. D'abord, nous avons 276 000 messages hier seulement, c'est-à-dire après 3 jours d'avoir visité les premiers 6 sites, 2600. Donc, dans le processus d'enregistrement. Ensuite, nous avons pu recevoir ces textes donc chaque minute. Et comme ça, nous avons pu voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Parce que dans la situation actuelle du Nigeria, dans certains États du Sud-Est, il y a eu enfin différentes activités socio-économiques qui ont été menées. Maintenant, nous sommes en train de conjuguer de plus en plus d'efforts. Désolé, sa connectivité n'était pas bonne. Alors, nous validons les données donc en se basant sur l'information donnée par chaque individu. Alors,
Yes, we can hear. There was a slight disturbance. Please proceed. Il y a eu une perturbation. Allez-y maintenant. Alors, comme je disais alors, le programme est basé sur la stratégie de redevance. Is geocoded. So we have their geocoordinates of their dwelling, their household, etc. that will enable easy tracking, back check of this data to ensure quality check, and also to enable even grievance redress to track them. We're also using third-party monitoring system for the civil society organization that enable them double check on the data that were collected and those that will be. Donc, mais ce que nous devons faire, donc, en quelque sorte, est de vérifier les données que nous recueillons. Alors, ce registre de réponse rapide est vraiment très efficace et son idée d'aller donc dans chaque communauté pour donc collecter les données, valider l'information à travers le registre communautaire en continuant là où les bénéficiaires continuent à profiter des avantages sociaux. Hello. Alors? Hello. Alors? Yes, we cannot get the sound. Yeah. On ne peut plus vous entendre. Yes, it's the voice is breaking. I can hear you, but with some Je disturbance. vous entends, mais avec beaucoup de perturbations. Hello. Alors? I don't Hello. know where I left but if you can hear me now, we're just rounding I can hear you Yeah. now intermittently. Je vous entends maintenant, mais de façon intermittente. Hello. Alors? Okay. I understand there is no audio for. Je comprends pas qu'il n'y a pas Yes. de voix pour nous tous, donc on n'entend rien. Hello. Hello. Mr. Apera? Alors? Our Good afternoon, facilities Simon. indicate that there are problems with the Yeah, I sound can hear system. you. Can you hear me? Il y a un problème dans le système de son. Intermittently. Je vous entends, mais de façon intermittente. Please proceed. Let's Continuez, s'il vous plaît. see if we can proceed. Voyons si nous pouvons continuer. Mr. Apera? Monsieur Appera? Mr. Apera, can you hear me? Monsieur Appera, est-ce que vous m'entendez? Hi, Karine. Is there something that can be done? Karine, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut se faire? Okay, so can you hear me now, Simon? I can hear you now. I hear Je peux vous entendre maintenant. Okay, Je vous entends I maintenant. was just rounding up. Je concluais My last slide. Yes. en disant, I don't know if you heard where you stopped. Well, where you stopped hearing je ne me. sais pas là où vous êtes perdu, Rounding up by saying that mais je concluais en disant que l'enregistrement de réponse rapide est vraiment en train de produire les effets. Est un outil vraiment important et un cadre pour l'épanouissement de la plateforme de la protection sociale, donc pour stimuler l'économie et donc et améliorer le sort des pauvres et des vulnérables. Alors, il nous permet de la période
pandémie, de pouvoir valider donc les données de façon continue. Donc pour les bénéficiaires qui doivent continuer à tirer profit, à jouir des avantages. Donc parce que il nous donne les preuves et la base de données pour le développement, pour le secteur du développement de capital humain et aussi pour l'amélioration du système de riposte. Sur ce, je voudrais vous remercier beaucoup pour l'opportunité. Je ne sais pas si vous avez vraiment bien capté le message, mais je suis à votre disposition pour reprendre les questions le moment venu. Merci beaucoup pour l'opportunité. Merci beaucoup, M. Apera, pour cette présentation claire malgré certaines perturbations. Mais puisque nous avons cette présentation disponible par écrit, donc on va la recevoir plus tard. Je vous remercie. Je pense que je peux dire que la présentation de Hallmark est le niveau des avances technologiques basées sur la technologie, sur la cartographie de satellites qui génère beaucoup d'outils sophistiqués pour analyser la situation de pauvreté dans le pays et puis aider la mise en place des mesures pour faire face aux différents aspects, surtout le registre de la riposte rapide qui est additionnel au registre national. Je pense que beaucoup de pays africains vont apprendre beaucoup du niveau où vous êtes en matière des avances technologiques. Merci beaucoup, Apera. Donc, merci donc pour cette présentation du Kenya, du Nigeria. Mais avant d'aller dans la séance suivante qui est disponible, qui est déjà programmée, je voudrais juste savoir s'il y a d'autres présentations au niveau national donc, qui sont prévues. Je demande à nos distingués animateurs. Alors, Karine? Bien. Est-ce que tout le monde m'entend maintenant? Est-ce que tout le monde m'entend? Je vois M. Apera, il est toujours en ligne. Oui, on vous attend. Oui, on vous attend bien, clairement. Vous pouvez m'entendre? Bien. Alors, permettez-moi d'aller dans le point suivant à présenter. S'il n'y a pas d'autres présentations, je voudrais demander Dr. Gift Dafuleya de suspendre, qu'il nous donne le résumé des réflexions sur les actions du gouvernement qui peuvent dériver des présentations qui ont été faites. Et puis, nous pouvons continuer vers le segment suivant du webinaire qui sera la séance de questions-réponses. Pour le moment, j'ai le plaisir d'inviter Dr. Gifty Dafuleya qui va faire sa présentation sur le résumé et les réflexions sur ce qui a été présenté. Dr. Dafuleya, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Simon, et bonjour à tous.
Je pense que jusqu'à maintenant, nous avons entendu que la protection sociale a été utilisée par les gouvernements africains pour riposter au COVID-19. Et je pense que pour la première fois, le problème de protection sociale en Afrique a été comparable au reste du monde. Donc, pour la présentation de l'OIT, j'ai retenu qu'il y avait à peu près 92% des réponses venant des gouvernements africains et qu'il y avait 90% donc de moyenne. Ça, c'est une traction significative en matière de protection sociale que nous n'avons pas vu avant. Mais en principe, cela nous montre qu'il y a quelque chose que nous devons donc profiter donc, dans le processus. Je pense que la leçon plus grande que j'ai retenue, c'est ça. Et alors, de la présentation du Kenya et du Nigeria aussi, il y a beaucoup de leçons que j'ai retenues. L'innovation. Je pense que les gouvernements ont essayé de travailler avec la technologie disponible, spécialement pour accélérer l'enregistrement de nouveaux bénéficiaires, soit dans le programme existant ou bien pour créer de nouveaux programmes. Cette innovation a été vraiment appréciable. Nous avons vu que les pays, pour la première fois, ont pu enregistrer de nouveaux participants en utilisant les téléphones mobiles, le site web, les emails, quelque chose qui n'était pas vu avant Covid. Nous avons vu les gens qui ont été appelés pour aller faire la queue, pour donc faire le nécessaire, mais avec la venue du Covid et les réponses du gouvernement, donc cette innovation est réputée être possible pour aider les pauvres à être enregistrés. Alors, on n'a pas besoin de voyager de distance pour être enregistré. Ça, c'est quelque chose qui est très encourageant. Nous avons aussi vu le triple R qui a été utilisé, l'utilisation aussi de GIS pour s'assurer que le ciblage soit amélioré. Voilà certaines innovations qui constituent des leçons importantes à retenir pour moi en matière des actions et des réponses du gouvernement. En général, je pense que je peux aussi dire que les gouvernements africains ont utilisé les programmes existants de protection sociale pour amplifier la couverture à de nouveaux bénéficiaires. À peu près 25 programmes qui ont été enregistrés ont pu augmenter la couverture pendant le COVID-19 pour que soit le transfert de fonds ou le transfert en nature donc, dans le pays comme le Botswana puisse atteindre aux bénéficiaires qui n'étaient pas atteints avant le Covid. En matière de réponse au choc, alors, au niveau horizontal de protection sociale, nous avons pu voir que, et cela c'est très important, ça montre donc la réponse au choc donc à travers les programmes existants en matière de l'augmentation des avantages donnés aux bénéficiaires. Nous avons quelques exemples qui sont là, qui sont temporaires. Et aussi, je pense qu'une autre leçon est que presque 64% des réponses
des gouvernements sont venus de nouveaux programmes et ces nouveaux programmes ont pris différentes formes et nous avons eu beaucoup d'instruments utilisés comme ça a été donc expliqué par OIT, comme aussi expliqué par PCG. Ces instruments alors sont classifiés de transferts d'argent utilisés et normalement donc encouragés par les donateurs dans certains pays où la protection sociale est institutionnalisée. Nous avons vu donc l'introduction de cela dans beaucoup d'occasions. Nous avons vu aussi les subventions parce que personne n'en parlait avant, mais avec la venue du Covid, nous avons commencé à voir les gouvernements donc donner les subventions encore une fois, ou bien la mise en place des mesures de réduction de coûts pour l'eau et l'électricité. Nous avons un minimum de 50 programmes qui ont été donc commencés dans le continent africain, surtout dans le continent sous-saharien. Ça, c'est quelque chose aussi à retenir des réponses des gouvernements africains. Et puis, la dernière leçon que je voudrais évoquer avant que je parle de l'implication de tout cela, c'est que de nouveaux programmes qui ont été introduits ont été vraiment des programmes d'urgence. La plupart d'eux ont été donc basés sur les paiements. Le programme donc qui se basait sur les paiements et aussi d'autres programmes qui duraient par exemple 6 mois seulement. Ils n'étaient pas permanents. Je voudrais parler de l'implication de ces réponses maintenant en matière de la voie à suivre. D'abord, je pense que nous avons besoin de rapidement nous assurer que nous ne créons pas que nous ne mettions pas en cause donc les réponses institutionnalisées. Nous sommes dans la situation où nous avons introduit le programme quand nous confrontions de grandes catastrophes. Au lieu d'avoir des programmes existants qui peuvent répondre aux crises, c'est un cercle, mais qui est crucial dans beaucoup de points de vue. Alors, ce que je vois ici, c'est qu'on doit utiliser ce nouveau programme pour montrer au gouvernement qu'il y a besoin d'avoir la volonté d'aider les nécessiteux. Mais cela ne devrait pas être une action donc ponctuelle. Et ça doit être un processus institutionnalisé qui peut être donc répété donc pour faire face à une autre crise future. Voilà l'une des implications qui est très importante pour moi. La deuxième implication, c'est donc l'effet donc conséquent. Quand vous voyez comment les pays ripostent en utilisant les mesures de biosécurité pour le COVID-19, vous voyez que c'est presque partout, c'est semblable. C'est comme un effet de contagion. Alors, les pays donc mettent en place les mesures quand ils voient que les autres pays sont en train de faire la même chose. Alors, nous devons commencer à trouver les voies et moyens de bâtir sur cet effet de contagion pour améliorer la protection sociale. Non seulement parce que nous voyons beaucoup de mesures,
prises pendant les catastrophes, mais aussi nous devons institutionnaliser ces mesures, comme donc ça a été le cas pendant les mesures prises par le gouvernement lors de la riposte au COVID-19. Ça, c'est très crucial pour moi. Alors, l'autre chose que je voudrais mentionner avant de terminer, c'est que nous avons besoin d'avoir une conversation de l'assurance sociale. Ce que nous avons appris des réponses au COVID-19, c'est que le gouvernement sont en train de jouer leur rôle, c'est bon, mais jamais nous avons vu beaucoup de programmes d'assurance sociale qui répondent. Alors, il y a beaucoup de personnes qui doivent être couvertes. Alors, pour éviter les risques donc courus, par exemple le risque du COVID-19. Alors, donc il faut qu'on puisse donc avoir des programmes pour riposter aux risques. Mais rarement, nous avons vu ces mesures parce que d'abord, l'assurance sociale est très minime, est toujours très minime. Alors, je voudrais dire qu'on doit viser le secteur informel, là où la majorité des gens se trouvent, pour trouver les voies et moyens où ils puissent avoir le programme d'assurance sociale. Voilà donc quelque chose de très crucial. Je vois beaucoup de programmes qui sont innovés, donc à appliquer aussi dans le secteur informel. Nous avons vu le système sanitaire communautaire utilisé quand le gouvernement de Tanzanie donc c'est basé sur les contributions de la communauté. Nous devons tirer parti de cela. Et puis enfin, je pense que l'assistance sociale toujours doit jouer un rôle important, particulièrement sur d'autres couches de la société, par exemple les adultes et les enfants. Nous devons avoir beaucoup d'autres gens donc handicapés qui sont couverts aussi. Qu'il y ait le transfert des fonds ou d'argent pour les handicapés. Sur ce, Monsieur Simon, je voudrais donc vous remercier pour la parole. Merci beaucoup, Dr. Deflay. Pour tous les participants, je voudrais dire, je n'exagérerai pas si je disais que Dr. Deflay a réellement reflété notre appréciation des présentations faites et de façon vraiment éclairée. Beaucoup d'entre nous, nous avons apprécié. Il y a beaucoup qui va surgir de cette présentation et c'est réellement vraiment consolateur de savoir et de constater que beaucoup de pays africains donc ont vraiment bien fait, mais ils ont réagi quand ils ont été touchés par les cas d'urgence du COVID-19. Je ne pense pas que je ne me trompe pas si je dis qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer, même en Afrique, après cette expérience du COVID-19, de la crise du COVID-19. Merci beaucoup, Dr. Deflay, pour votre clair et bien articulé
observations et aussi pour vos recommandations relatives à l'assistance sociale ainsi qu'à l'assurance sociale que vous avez recommandé comme mécanisme potentiellement institutionnalisé pour aborder ce problème. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons à la séance de questions-réponses. Pour ce, je voudrais inviter Caro qui va co-modérer. Je vois qu'il y a des questions qui ont été donc soulevées. Alors, Caro, donc prenez la relève maintenant et aidez-nous à délibérer donc sur ces points soulevés. Merci beaucoup, Simon, et bon après-midi. Carol Lagengo from Helpage International, working from Nairobi, Kenya. I'm the Africa Regional Representative. As Simon has said, there's quite a number of questions that have been posted on the Q&A bubble, but I have seen that Draman has been answering these questions quite actively. There are some that remain unanswered, and these are the ones that I would like to call out and direct to the presenters. Before I do that, I'll request Karine. Je voudrais donc qu'on puisse savoir le temps qui nous reste. Et comme ça, nous allons essayer de gérer vos attentes. Karine, combien de temps avez-vous encore pour cette séance? Nous n'avons pas assez de temps. Nous allons prendre quelques questions. Je vois que M. Gashigi a essayé de répondre à quelques questions. Nous avons 17 minutes pour répondre aux questions et pas plus. Je voudrais demander. Je vais donc réagir aux questions donc, posées à Armélie sur comment le Kenya s'assure que les vulnérables donc, soient éligibles, soient sélectionnés. Quel est le critère? Numéro 2, s'assure que ceux qui sont dans le marché informel, qui n'ont pas de compte bancaire, puissent recevoir leur argent et la collaboration entre le gouvernement kenyan et d'autres départements. Voilà des questions donc relatives au transfert d'argent. Mais il y a d'autres questions qui ont été soulevées à cet effet. Mais il y a une question qui est un peu différente, qui est l'élément du plan de récupération pour le COVID-19 donc au Kenya. Et quel est le rôle de la protection sociale dans ce plan? Voilà les questions dirigées à M. Gashigi. Je lui donne 5 minutes pour réagir. Et puis après, nous allons aller à M. Kenon. Merci beaucoup, Caro. Permettez-moi de répondre à la première question sur les conditions nécessaires donc, pour donc, recevoir les bénéficier des programmes. Le programme le programme, il y a des programmes qui sont catégoriques parce qu'ils visent les enfants. Donc, on doit considérer les enfants vulnérables, les enfants qui viennent de familles pauvres et qui sont mineurs. L'autre catégorie, donc, c'est pour le programme donc, pour les handicapés. Handicap pour les handicapés donc avec l'handicap sévère. L'autre catégorie, c'est pour le programme pour les gens qui sont dans les zones arides et semi-arides et qui sont pauvres et vulnérables. L'autre question était de savoir comment les gens du secteur informel qui reçoivent l'argent, des transferts d'argent, ont réagi. Puisse recevoir cet argent sans avoir un compte bancaire. On n'utilise pas les comptes bancaires, on utilise
la plateforme de argent mobile au Kenya. Donc, avec la pénétration de les connexions de mobile, il y a 109% donc de pénétration d'argent dans dans le transfert donc, monétaire. Ce qui signifie que même ceux qui sont dans le secteur informel, les pauvres du milieu rural, donc la majorité d'entre eux donc, puissent recevoir cet argent. Notre question, ce sont les critères pour le ciblage. Comment est-ce qu'on cible les gens normalement pour s'assurer que nous n'ayons pas donc exclu les gens. Nous avons une méthodologie harmonisée en ciblant les communautés, en impliquant les membres de la communauté, en identifiant donc la liste des ménages. Après ça, donc on fait le test en attendant donc, les résultats donc, pour le niveau de pauvreté. Mais en général, pour les gens qui sont âgés de 70 ans et plus, donc cela, donc, on regarde dans le registre et cela marche à 100% sans exclure quiconque. Autre question, c'est sur le plan de récupération. Nous sommes toujours dans la discussion, mais nous allons utiliser une approche multi-agence et multisectorielle, là où différents départements vont venir avec beaucoup d'interventions. Ces interventions vont cibler différentes catégories de gens, les agriculteurs, les hommes d'affaires, les pauvres, les vulnérables, tout le monde qui a été affecté, et aussi même les travailleurs informels, les ouvriers, etc. Tout cela vont être donc bénéficier des programmes de récupération du Covid. Alors, je comprends que la protection sociale va déclencher donc la mise en place d'une loi en matière de savoir celui qui soutient la protection sociale au Kenya. Le Kenya est spécial comme d'autres pays africains. Pour nos programmes d'intervention de protection sociale, nous avons 1,3 million de bénéficiaires. Nous avons un budget annuel d'à peu près 310 millions de dollars américains que nous utilisons, 310 millions de dollars donnés aux gens régulièrement. Donc, cet argent n'est pas imposable. L'argent que nous obtenons des partenaires, donc c'est pour la formation, la renforcement de capacité. Mais en matière de transfert d'argent, donc nous le faisons nous-mêmes. Finalement, quelles sont les conséquences négatives de notre système? Les conséquences négatives, c'est que pour que vous soyez donc enregistré de façon numérique, il faut que vous ayez un document d'identité. Ce document il est donc délivré par d'autres agences du gouvernement. Mais alors, si ce document a un problème, alors vous ne pouvez pas être enregistré. Autre chose, c'est qu'en matière de paiement par mobile, on utilise normalement les lignes téléphoniques qui sont enregistrées sous le nom de cette personne. Alors, il faut donc que d'abord le nom soit enregistré dans son nom, la ligne, la carte SIM soit valide et aussi le numéro de la carte d'identité soit aussi authentique. Si ces trois éléments ne sont pas vraiment conformes, vous ne pouvez pas être éligible. Parce que vous savez que certaines personnes peuvent peut-être emprunter les cartes SIM, etc. Mais ces gens-là ne sont pas éligibles non plus. L'autre chose, c'est que en matière de partage des données, nos données ne sont pas intégrées. Certaines des données ne sont pas vraiment consistantes. Nous sommes en train de numériser ces données pour que nous ayons une base de données consistante parce que nous avons vraiment beaucoup de défis.
Mais après avoir terminé de faire l'enregistrement social et de mettre à jour notre système, nous aurons les données mises à jour qui vont nous aider à prester les services efficaces. Merci beaucoup, M. Gashige, pour cette réponse complète aux questions. Et je crois qu'il y aura l'opportunité de continuer à discuter avec vous sur des présentations faites. Maintenant, M. Parem, il a posé la question en regardant la messagerie. Il y a deux questions. D'abord, c'est la question de la cartographie de satellites de propreté. Et comment est-ce qu'on peut traduire ça dans la réalité? Deuxièmement, c'est le lien entre la cartographie par satellite et la technologie de l'actuel. Troisièmement, il y a les alliances stratégiques. Est-ce qu'il y a des moyens de lier ça ou de travailler avec les acteurs humanitaires dans les contextes de crise et finalement diriger donc c'est le rôle de la technologie numérique et certaines de conséquences négatives. M. Gashigi a parlé de certaines conséquences. Alors, M. Apera, vous avez 5 minutes pour élucider sur les questions qui vous sont adressées. Merci pour ces questions intéressantes. Dans la cartographie par satellite, ce qui s'est passé, c'est que nous avons utilisé cette cartographie pour cartographier les communautés en temps réel. Donc, parce que c'était difficile de parcourir des kilomètres pour cibler les personnes dans le milieu rural. Au Nigeria, nos téléphones mobiles sont liés au système utilisé. Alors, mais cela n'est pas suffisant. Nous devons donc utiliser ces images par satellite pour donc avoir les grandes données. Alors, en utilisant donc les téléphones, nous avons vraiment réussi de savoir ce qui se passait sur terrain et en utilisant aussi la carte Google donc, qui se trouvait sur les téléphones mobiles. J'aurais partagé d'informations sur ce que nous avons dit à ce sujet en matière de conception, des résultats que nous avons en travaillant ensemble avec l'équipe, toute l'équipe. Alors, s'agissant des acteurs humanitaires au Nigeria, nous sommes en train donc d'amplifier les actions humanitaires en travaillant avec les acteurs humanitaires donc pour répondre à la crise. Mais il y a le problème d'insurrection. Dans le nord-est, il y a les bandits. Et dans le nord-ouest, ce que nous faisons alors, nous utilisons la technologie améliorée pour donc améliorer l'enregistrement dans le nord-ouest. Maintenant qu'il y a beaucoup de personnes là-bas, aujourd'hui, ce processus a enregistré à peu près 400 000 personnes déplacées internes en utilisant cette technologie et méthodologie donc améliorée. Cela nous a donc permis de recueillir les grandes données sur les déplacés internes
et aussi sur les communautés hautes, mais surtout donc dans les camps de déplacés internes. Et le gouvernement et les partenaires travaillent ensemble en équipe en utilisant cet instrument pour enregistrer les déplacés internes et les communautés hautes. Donc, avec le soutien du HCR, nous avons travaillé ensemble donc, parce qu'il y a beaucoup de réfugiés là-bas qui viennent au Nigeria. Alors, la satellite nous aide à identifier ceux qui sont même au niveau des frontières. Maintenant, alors c'est un projet scientifique. Nous avons pu alors donc surmonter pas mal de difficultés. Nous avons un pays donc, qui a plus de 300 tribus. Il y a le problème de direction nord, sud, ouest, est. Donc, comme dans d'autres pays, donc aux Africains, il y a le régionalisme là-bas. Alors, donc, en fait, nous visons les gens donc, à travers différents États. Alors, parce que nous utilisons ces images satellites donc, pour faire la cartographie. Alors, si on regarde le nombre de personnes ciblées par État, on peut voir la réalité en matière du niveau de pauvreté dans chaque État. Donc, l'image par satellite donc, nous aide de façon concrète de recueillir les données. Bien sûr, il y a la difficulté d'infrastructure. On utilise les SMS, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de téléphone mobile. Alors, nous avons constaté que ces téléphones ordinaires ne sont pas scientifiques. Ils ne peuvent pas être efficaces. Alors, nous sommes en train donc, de voir comment nous pouvons adapter cette technologie au téléphone normal, ordinaire. Et puisque donc, ce n'est pas tout le monde qui a le téléphone mobile, nous sommes en train de travailler là-dessus pour voir comment les gens puissent avoir le téléphone. Donc, il y a des associations dont les leaders, par exemple l'association des artisans, des sportifs, etc. Donc, on utilise ces leaders pour que donc ils puissent identifier leur personne. L'autre chose, c'est, comme vous avez vu, donc 78% donc n'ont pas de banque, de compte bancaire. Donc, ce que nous avons voulu faire, c'est d'être en contact avec les banques pour que donc beaucoup de gens puissent ouvrir les comptes bancaires. Mais le processus de validation est très important aussi. Mais il y a d'autres agences bancaires donc, qui peuvent aider à l'ouverture des comptes bancaires. Alors comme ça sera facile pour ces gens donc, de recevoir leur argent à travers leur propre compte bancaire. Cela donc est nécessaire. Donc, cette mise en connexion est très importante. Alors, ce pourcentage de bénéficiaires sans compte bancaire donc, va aider. Donc, nous faisons ceci en créant ces liens, non seulement avec le gouvernement et les départements gouvernementaux,
mais aussi en travaillant avec le secteur privé, en adaptant donc les bases de données sur base du numéro de la carte d'identification. Merci beaucoup. Malheureusement, notre temps ne nous le permet pas. Merci beaucoup. Je redonne le micro à Simon. Merci beaucoup, Carole. J'apprécie beaucoup votre agilité donc, dans la gestion de la séance, dans la modération de la séance de questions-réponses. Il n'y a personne qui aurait fait ça mieux que vous. Vous l'avez fait donc de façon vraiment particulière et qui est appréciable. Merci beaucoup, Carole. Maintenant, nous venons à la fin, à la clôture du webinaire. Et je voudrais dire que personnellement, j'ai trouvé la séance extrêmement, vraiment importante, passionnante. C'est quelque chose qui donne l'espoir, comme quoi il y aura des possibilités aux Africains de au moins faire face à la complexité du COVID-19. Probablement mieux que dans d'autres pays, particulièrement dans le monde développé. Merci beaucoup. Nous apprécions réellement votre intervention. Les présentations étaient excellentes et les questions étaient bien éclairées et l'analyse faite par notre collègue de l'OIT et de SOSPEN était absolument vraiment conforme et même au-delà des attentes. Ce que je voudrais dire à ce point, c'est que quand ces présentations ne sont pas finales ni complètes, ni ne pouvaient inclure tout, alors nous voudrions que dans la mesure du possible, puisque cela n'est pas vraiment exhaustif, nous voudrions que donc il y ait plus qui soit fait dans la séance prochaine et aussi au-delà de cette phase du dialogue. Et pour cette raison, je voudrais lancer un défi à tous les présentateurs et participants et l'auditoire de partager ce que nous avons retenu de cette séance et encourage les collègues de même vision de partager la séance prochaine et aussi les programmes futurs que nous allons avoir. Dans la même ligne d'idées, je voudrais remercier tout le monde qui a participé à cette séance de façon vraiment active. Merci beaucoup pour votre contribution. Alors, nous attendons vous revoir dans notre séance prochaine et même dans d'autres phases qui vont suivre celle-ci. Merci beaucoup à tous. Et nous allons maintenant conclure. Merci beaucoup. Et soyez vraiment sains, sauf partout là où vous êtes. Merci beaucoup. Merci. 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 C'était réellement excellent.
Merci beaucoup. C'est un plaisir donc pour le Nigeria de participer dans cette séance si intéressante. Nous tous, nous allons apprendre beaucoup du Nigeria et du Kenya. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Merci. Vous êtes les bienvenus.